Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Valérie Thorin, Afrique-Asie et Dimas Dzikodo, le forum de la semaine publié à Lomé au Togo. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. La RDC, où les principales forces de l'opposition ont formé une alliance pour faire respecter l'alternance à la tête du pays en temps et en heure. La Libye, où le groupe État islamique est acculé dans son fief de Sirte, dans le nord du pays. Et puis le Cameroun, retour sur le procès en appel de l'ancien secrétaire général de la présidence et ministre Marafa Hamidou Yahya. D'abord la RDC, donc, avec ce conclave de Jean Val, du nom de cette localité de la banlieue chic de la capitale belge Bruxelles, où les principales forces de l'opposition ont donc noué une alliance en fin de semaine dernière en vue, Denise, d'obtenir le départ de Joseph Kabila au terme de son dernier mandat, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Alors, cette rencontre a été placée sous la houlette de la figure historique de l'opposition, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi. Ça s'est tenu en Belgique car le leader de l'UDPS est toujours soigné en Belgique, dit-on. Pareil d'ailleurs pour Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga et figure montante de l'opposition. Alors, en attendant une hypothétique candidature unique donc de l'opposition à la présidentielle, il y a au moins donc cette alliance pour obtenir que Joseph Kabila parte en temps et en heure. En partie parce que je dirais que pour l'heure c'est qu'une ébauche de front, parce qu'il y avait quand même de grands absents à cette réunion de Bruxelles, notamment le MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UNC de Vital Kamerhe. La seule chose sur laquelle l'opposition est d'accord aujourd'hui, c'est le départ de Kabila après la date de la scène politique après le 27 novembre 2016, mais rien n'étant mis en œuvre pour organiser ces élections. Il est évident qu'elles n'auront pas lieu à la date prévue. Et il faut rappeler quand même qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui permettent à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà de cette date, puisqu'il ne rendra le pouvoir qu'après l'installation d'un président élu. Or, on sait très bien que le 27 novembre, il n'y aura pas d'élection. Et je pense que la réunion de Bruxelles n'avait pas pour objectif que l'opposition se range comme un seul homme derrière une candidature unique. Et derrière Tshisekedi, qui est quand même le patriarche, parce qu'il faut quand même rappeler que lui espère mener ce dernier combat, c'est-à-dire accéder à la magistrature suprême, même s'il sait très bien que physiquement, il n'en a plus les moyens. À 83 ans. À 83 ans. Je crois que l'objectif de l'opposition aujourd'hui, c'est de reconnaître que Tshisekedi est le seul capable de mobiliser les Congolais. Avec un seul mot d'ordre, c'est qu'il les invite à descendre dans la rue. Parce que tous rêvent aujourd'hui d'un scénario burkinabé. Mais on en est encore loin. On en est loin. Justement, Valérie Thorin, la réplique de Kinshasa n'a pas tardé. Les partisans de Joseph Kabila dénoncent une tentative de coup d'État institutionnel. Façon de rappeler que la Cour constitutionnelle a donné son feu vert. Les magistrats de la Cour constitutionnelle ont donné leur feu vert pour que Joseph Kabila reste au pouvoir au-delà de son mandat, en tout cas jusqu'aux prochaines élections. Oui, Joseph Kabila doit transmettre son pouvoir à un successeur élu. Donc il est évident que dans son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de successeur élu. Alors, on est parti comme ça, on peut partir comme ça pendant 10 ans, pendant 20 ans, même 50 ans. Parce que c'est complètement absurde, mais pourtant la Cour constitutionnelle a entériné cette chose. Alors après, reste à savoir si les Congolais vont vouloir descendre dans la rue. En plus de ça, est-ce qu'ils ont les moyens? Parce que le Congo, c'est vaste. Donc ce qui se passera à Kinshasa ne se passera pas forcément dans d'autres grandes villes et même au Katanga. Donc voilà, l'incertitude est là. Jusqu'où peuvent-ils aller trop loin? Jusqu'où peuvent-ils mobiliser les Congolais? Parce que qui sont les Congolais? En fait, ce sont des gens multiples, avec des opinions multiples, des intérêts multiples. Donc, certes, il y a une opposition politique, elle se rassemble, elle devient cohérente, mais maintenant, est-ce qu'il va y avoir une réponse populaire? C'est vrai que je suis d'accord avec Denise, ils envisagent, ils rêvent d'un scénario à la burkinabé, mais un scénario à la burkinabé, c'est un tout petit pays et tout le monde était d'accord. Là, on peut se poser la question. D'une cohésion. Alors, Dimas, on a entendu également des leaders du PPRD, c'est-à-dire le parti de Joseph Kabila, évoquer éventuellement
éventuellement l'hypothèse d'un référendum, dit-il, comme au Congo-Brazzaville ou comme au Rwanda, afin de tailler une constitution sur mesure qui permettrait éventuellement à Joseph Kabila de se maintenir indéfiniment au pouvoir. Je pense que la manœuvre tend vers là, puisque la prolongation mise sur pied par la Cour constitutionnelle ne sera durer indéfiniment. Alors il faut trouver vraiment une légitimité avec pour base constitutionnelle de pouvoir permettre à Kabila de briguer encore d'autres mandats. Je pense que toutes les manœuvres, c'est ça. Ce qui est malheureux, c'est que les leaders de poids qui peuvent valablement mobiliser les Aïras sont à l'extérieur. Quand on parle de Tshisekedi... Les Congolais, ils sont devenus Congolais depuis Kabila. Les Congolais, vraiment. Donc, quand on parle de Tshisekedi, quand on parle de Katumbi qui est venu récemment le rejoindre, je pense que c'est des leaders de poids financièrement et charismatiques qui peuvent mobiliser les Congolais, mais malheureusement, ils sont déracinés. Et le jeu est pour le moment entre les mains du PPRD, mais jusqu'à quand? Alors Denise, on imagine mal finalement que Kabila parte sur la base d'une seule mobilisation, je dirais, pacifique de l'opposition, et quel que soit d'ailleurs le soutien de certaines puissances étrangères comme les États-Unis qui plaident en faveur de l'alternance. Non, je crois qu'aujourd'hui, il se terre dans un mutisme puisqu'il n'a déjà toujours pas dit qu'il a... Ses intentions. Ses intentions. Enfin, sauf que la décision de la Cour constitutionnelle en dit long. En dit long, effectivement, mais lui ne s'est jamais prononcé. Je crois qu'aujourd'hui, le PPRD joue sur l'usure des Congolais. C'est ça. Et puis, Kabila est bien conscient que les leaders de l'opposition ne seront jamais unis face à lui. Il fait tout pour les diviser. Aujourd'hui, il y a Tshisekedi qui est le patriarche, tout le monde le reconnaît. Il y a Katumbi, mais Vital Kamerhe est aussi partant pour cette élection. On pense également à Bemba, Jean-Pierre Bemba, même si lui-même physiquement n'est pas là, puisqu'il a été condamné. Mais le MLC est toujours actif. Le MLC est toujours actif. Kabila joue sur l'usure, et je pense qu'à l'usure, il finira par avoir l'opposition congolaise. Valérie, un dernier mot? Oui, je pense que... effectivement, il peut jouer l'usure, il peut s'arranger pour qu'il y ait un nouveau vote d'une nouvelle constitution qui permettrait, etc. C'est le scénario le plus classique et c'est celui qui peut être le plus envisagé. Sauf que s'il y a un référendum, il faut que les gens votent. Et si l'opposition est suffisamment bien structurée, elle peut, sauf à évidemment faire politique de la chaise vide, ce que moi j'ai toujours trouvé dévastateur, mais elle peut essayer de sous-tendre, et on a vu des référendums qui disaient non. Bien sûr. On a vu ça au Bénin. Donc, on peut peut-être imaginer des choses positives pour une fois. Est-ce qu'on peut imaginer une réaction populaire à la burkinabé Dimas en RDC face à Kabila? Pour le moment, c'est difficile. Mais il y a eu des tendances. Il y a eu. Oui, il y a eu des tendances. Mais vite essoufflé. Avec Lucha et puis Filimbi. C'est très fébrile. C'était très fébrile. Très limité. Les mobilisateurs d'envergure ne sont pas là. Bemba, depuis sa détention, a apporté son soutien au front anti-Kabila, mais ça ne reste que ça. Il faut conjuguer ça avec une dynamique politique. Oui, avec une dynamique politique et surtout être sur le terrain, ce qui n'est pas le cas. Alors c'est difficile, très très difficile. Voilà, RFI, TV5 Monde, Afrique Presse, on passe à la Libye, où la branche locale du groupe État islamique est en difficulté à Sirte. Sirte, ce port du nord du pays, ancien bastion de Muammar Kadhafi. On voit tout de suite quelques illustrations du sujet avec deux combattants donc qui font partie de ces katibas, de ces groupes armés qui combattent les djihadistes donc à Sirte. Nous sommes des musulmans, de vrais musulmans. Eux, ce ne sont pas des musulmans. Ils doivent être en prison. Daesh. Si nous ne les arrêtons pas, ils iront jusqu'en Europe, puisqu'elle est toute proche. Et ils déverseront leur haine sur les populations, exactement comme ils le font ici. Ce sera une catastrophe pour l'ensemble des pays européens, car Daesh cultive une idéologie mortifère. Voilà, deux combattants anti-djihadistes donc en Libye, à Sirte, Denise. Les djihadistes ne contrôleraient plus qu'entre 3 et 5 km² de cette ville, tout en
en multipliant, on le sait, les attentats meurtriers. Alors cette déroute annoncée résulte d'une offensive coordonnée lancée le 12 mai dernier par plusieurs katibas, donc des groupes de combattants affiliés au gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale, le gouvernement d'union nationale de Fayez Sarraj. Et pour l'instant, donc, il y a une vive résistance qu'opposent ces rebelles, ces djihadistes à Sirte. C'est vrai, mais on peut quand même se féliciter que cette offensive se fasse et vise à déloger l'État islamique de Sirte. Mais cette opération qui est soutenue par les puissances occidentales, comme on le sait, elle aurait dû être conduite un peu plus tôt, au moment de la chute de Kadhafi, c'est-à-dire il y a 5 ans, en 2011. Et je pense qu'elle aurait empêché l'installation de l'État islamique dans la région de Sirte, où il y avait quand même un embryon d'organisation, même si ce n'était pas vraiment ça. Au moment de la chute de Kadhafi, il faut se rappeler que cette ville comptait 120 000 habitants. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 30 000. La question est de savoir pourquoi a-t-on laissé pourrir la situation. Et moi, je repense à cette phrase du président Idriss Déby, qu'il avait tenue lors d'un sommet à Dakar. En Libye, le service après-vente n'a pas été assuré. Ce qui est vrai. Alors Dimas, ces katibas, ces groupes armés pro-gouvernementaux, sont très mal équipés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune aide non plus, finalement, des Occidentaux, des puissances occidentales qui les soutiennent, par ailleurs. On envoie peut-être l'intelligence là-bas avec quelques forces spéciales, une dizaine ou à peine une vingtaine. Ils parlent de 15 forces britanniques et américaines qui sont là-bas, peut-être pour l'intelligence. Et ça s'arrête là, les forces spéciales. Et ça s'arrête là. C'est ce qui est dommage parce que cette offensive qui est soi-disant soutenu par la communauté internationale ne l'est que du bout des lèvres. Parce que si nous prenons par exemple le cas du général Khalifa Haftar qui dirige le gouvernement qui est à l'Est et qui n'est pas reconnu, par la communauté internationale. Alors que ce gouvernement participe, ou du moins les forces de ce gouvernement participent à l'offensive. Comment? Est-ce qu'ils seront armés au même titre que le gouvernement légalement reconnu par la communauté internationale? Donc il y a tout petit peu d'imbroglio là-bas. Effectivement, le service d'après-vente tarde à être assuré. Valérie? Alors oui, bien sûr, mais moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que on le voit sur les images qui sont projetées, l'armement est quand même extrêmement important du côté de l'État islamique. Moi, je veux bien que l'on pense que c'est les arsenaux de Kadhafi qui ont été pillés. Ça fait quand même des années. Et on sait parfaitement que les armes, avec le sable et le reste, ça n'a pas une durée de vie éternelle. Donc, il y a un armement moderne. Il y a un armement nombreux, des pick-up, des munitions, tout ça du côté de l'État islamique. D'où ce que ça vient? Qui a payé? Alors, est-ce qu'il faut se tourner vers le Proche-Orient, les pays du Proche-Orient? Il s'agirait, c'est bien qu'on puisse chasser l'État islamique de Libye, mais et la deuxième chose, et c'est là un petit peu peut-être aussi la raison de la résistance des Européens, c'est que qui sont ces katibas? On le voit, le soldat, il dit « nous sommes des vrais musulmans ». Eh bien oui, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est sous-tendu? Est-ce que ce ne serait pas non plus des gens qui, après, une fois qu'ils auront chassé leurs adversaires, vont s'emparer du pouvoir et vont exercer, un pouvoir tout aussi dictatorial et néfaste? Alors, il y a effectivement, Denise, cette fracture politique soulignée il y a quelques instants par Dimas. C'est-à-dire, il y a effectivement ces groupes armés sous la houlette du général Khalifa Haftar qui dépendent du Parlement de Tobrouk, lequel Parlement de Tobrouk n'a toujours pas reconnu le chef du gouvernement, Fayez, reconnu, lui, par la communauté internationale. Bref, tout ça donne une armée disparate, des groupes armés qui, au fond, continuent à faire la loi. Oui, mais parce qu'on est resté dans la même configuration qui prévalait du temps de Kadhafi. Ce sont des tribus qui forment la Libye. Et ce sont des tribus autonomes qui s'autogéraient sans le pouvoir, très loin du pouvoir central qu'exerçait quand même Kadhafi, même s'il arrivait à fédérer et à garder un certain calme au sein du pays, puisque tout a dégringolé à la chute de Kadhafi. Avant du vivant de Kadhafi, et tant qu'il était aux affaires, on voyait bien qu'il arrivait quand même à contenir tous ces groupuscules. Les clivages entre les différentes Tripoli et l'est du pays. Et le reste, au point d'envisager même
même d'être le président des États-Unis d'Afrique. Hein. Dimas, un mot sur ces clivages, cette atomisation finalement de la Libye. Ouais, ça dénote de la complexité du cas libyen même. Je pense que tout ce qui a été prévu par l'Occident pour pouvoir faire partir Kadhafi n'a pas été comme sur des roulettes. C'est plus compliqué qu'on ne le prévoyait. Et si vous suivez un tout petit peu quelques discours d'antan de Kadhafi, c'est comme il envisageait cela. Bon, c'était un peu la face visible de tout ce qui est décontenancé à l'interne. Et donc, je pense que les calculs ont été un peu mal faits, ou bien c'est fait, mais les prévisions n'ont pas été quand même à leur hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut une implication, en bonne et due forme, de la communauté internationale, quel que soit le prix, pour pouvoir redresser. Parce que une implication claire, en tout cas. Oui, on ne peut pas quand même laisser ce pays comme cela. Finalement, ça nuit à l'Occident et ça nuit aussi à l'Afrique. Alors, le groupe État islamique acculé dans son fief donc de Sirte en Libye, mais également en Syrie et en Irak, on l'a vu. Et d'un autre côté, ce groupe reste influent à l'extérieur, c'est-à-dire que on a vu ce carnage à Orlando aux États-Unis, près d'une cinquantaine de personnes tuées en raison de leur orientation sexuelle, et puis ici en France, un couple de policiers tués, toujours au nom du groupe État islamique, c'est-à-dire que le mal perdure finalement. Je pense qu'il ne faut pas tout mettre sur le même niveau. Il y a l'État islamique qui est armé, financé, etc., et qui combat sur le terrain. Il a son terrain de Syrie, il a son terrain de Libye. Et puis l'Irak, etc. Enfin, je veux dire, le Proche-Orient et l'Afrique. Et puis, il y a le phénomène des loups solitaires. Et c'est cela qui concerne les pays européens. Parce que, enfin, européens et occidentaux, y compris les États-Unis. Parce que il y a cette idéologie ambiante qui traîne de djihad, de reprendre un peu la main sur l'influence occidentale. Et n'importe quel personnage radicalisé, qu'il soit sain d'esprit ou pas d'ailleurs, envisage de faire une opération. Et au moment T-5, -1, il va dire je fais allégeance à l'État islamique, et les autres ils disent quel bonheur. Donc c'est deux choses très différentes contre lesquelles on ne combat pas de la même manière. Et malheureusement, ce qui peut se passer, c'est des tragédies comme Orlando. Mais si on revient en arrière, ça a commencé avec Mohamed Merah en France. Et donc, il y a une part de l'idéologie qui doit être combattue en tant qu'idéologie par des moyens de contre-idéologie, je dirais, et puis le terrain, où là, c'est pareil, il y a certainement une partie, enfin, comme avant, en Union soviétique, il y avait les commissaires de la Révolution qui étaient sur place, mais bon, il y a une partie d'idéologie, mais il y a aussi une partie terrain. Et il me semble que dans une éventuelle négociation, on peut agir sur le terrain, on ne peut pas agir contre les loups solitaires, hélas. Voilà. On en vient à notre dernier sujet, un retour sur ce procès en appel au Cameroun de Marafa Hamidou Yahya. La Cour suprême a donc confirmé de Nice la condamnation en première instance de l'ancien ministre et secrétaire général de la présidence pour complicité intellectuelle dans une affaire de corruption, en réduisant cependant la peine de 25 à 20 ans. Alors, deux interrogations sur l'indépendance de la justice au sujet de la procédure, notamment pourquoi la Cour suprême n'a pas motivé sa décision, contrairement à l'usage. Et puis deuxièmement, pourquoi le verdict, disent ses avocats, a été rendu en pleine nuit, quasiment en catimini. Moi, je retiens deux choses dans ce procès. La première, c'est la réduction de la peine, puisque en première instance, il avait copé de 25 ans et aujourd'hui, il n'a plus que... Il est condamné à 20 ans de réclusion. La seconde, c'est justement cette impartialité de la Cour qu'a relevé à juste titre son avocate, maître Alice Combes, et ce qui dénonçait une Cour aux ordres du pouvoir politique, ce qui laisse entendre qu'aujourd'hui, Marafa Hamidou Yahya n'est donc plus jugé pour les crimes économiques qu'il aurait commis, mais bien pour des raisons politiques. Parce que c'est moins pour cette indélicatesse de gestion qu'il est sanctionné que pour l'ambition
politique qu'il a affichée au lendemain de son départ à la fois de la présidence, mais également du ministère de l'Intérieur. Et c'est ce qu'on lui fait payer aujourd'hui, comme on le fait payer d'ailleurs à son notaire, Abdoulaye Harissou, qui a été arrêté il y a 2 ans. C'est ça. Et dans ce genre d'affaires politiques, ce n'est pas la justice qui tranche. Au final, c'est le président. C'est ça. En accordant une grâce ou pas, et c'est ce qu'on attend. Voilà. Alors effectivement, Valérie, la plupart la défense, pas seulement la défense, mais aussi des observateurs extérieurs, les États-Unis, estiment effectivement que Marafat est victime d'un règlement de compte politique, notamment à travers ce tribunal spécial anticorruption qui a été institué en décembre 2011, mais qui finalement semble exécuter plutôt les ordres politiques que véritablement des ordres... Oui, c'est le cas de Atangana. On est dans le même cas de figure. Ce que je trouve tragique, c'est que le président Paul Biya a 82 ans. Il est là déjà depuis un certain temps. 83, voilà. Donc il est déjà là depuis un temps certain. Et qu'il va falloir tout de même, sachant que nul n'est immortel, qu'il prépare une certaine forme de succession. Et ces personnages auxquels il s'en est pris, pour des raisons économiques qui sont des raisons cosmétiques, sont l'élite de sa nation. Donc, il est du devoir d'un chef d'État, quelle que soit la longueur, la durée de son séjour au pouvoir et la façon dont il aura gouverné, il est quand même de son devoir de préparer l'avenir. C'est ce qu'on lui demande. Or là, il est en train de systématiquement étêter son élite. C'est ça. Donc, moi, je trouve ça absolument tragique. Ça dénote une inconséquence qui véritablement va aller à l'encontre des intérêts du pays. Même si on peut imaginer qu'il n'y ait pas alternance. Après tout, on parlait d'alternance en RDC, mais il pourrait ne pas y avoir d'alternance. Il pourrait y avoir une succession du même parti au pouvoir. Mais au moins oxygéner le débat politique. Et permettre à une élite de monter et de proposer des solutions économiques et de développement, etc. Dimas ? Non, c'est vrai que cela pose la problématique de la longévité de Biya au pouvoir, mais en même temps... il faut voir aussi les faits. C'est vrai que moi, j'ai fouiné un tout petit peu, mais je vois que la défense de Marafat ne parle que de procès politiques, alors que les faits reprochés sont quand même des faits concrets. Les faits de l'achat de l'avion. Vous savez, c'est un peu récurrent. Son successeur a aussi été condamné pour la même chose. Pour la même chose. Mais ce procès de crime économique a été tranché déjà. C'est ça. Parce que c'est pour cela qu'il avait écopé de 25 ans. Oui, mais c'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait appel. Bon, je pense qu'au niveau de la Cour suprême, on ne va pas toucher le fond, on passe la forme. Donc, au niveau des vices de procédure, on a réduit la peine à 20 ans. On sait que 20 ans de réclusion à son âge, c'est quand même quelque chose de cocasse. Mais moi, fondamentalement, c'est les faits aussi qui m'intéressent. Vous savez, ça se passe partout en Afrique, même au pays. Chez nous, au Togo, le problème s'est posé avec l'avion présidentiel où, au niveau de l'achat, certains ont eu à détourner beaucoup de fonds pour pouvoir acheter des carcasses au cimetière d'avions en Tennessee. Et ça a causé des problèmes. Donc, le problème de fond est là. Maintenant, les cosmétiques politiques... oui, je pense que... Mais ça devient monnaie courante, Denise. Regardez, Mokoko est neutralisé au Congo-Brazzaville. Katumbi se voit accusé de recrutement de mercenaires. Bref, on instrumentalise quand même souvent la justice à des fins politiques en Afrique. Mais malheureusement, oui. Malheureusement, c'est courant. Mais en même temps, les mises en cause aussi prêtent flanc, quelque part, en posant des actes répréhensibles aussi. Bon, c'est pas la longévité de pouvoir des présidents qui va faire maquiller ces faits, mais en même temps, ça sert d'argument pour pouvoir instrumentaliser la justice quelque part. Un dernier mot, Valérie ?
Oui, c'est ça, c'est que toute manipulation prend sa source quand même dans des choses concrètes, et on ne peut pas nier que le Cameroun ne soit pas particulièrement bien placé au point de vue de la lutte anticorruption, le niveau de corruption. Oui, parce qu'il y a quand même des personnalités au pouvoir actuellement. Et puis il faut préciser que cette lutte anticorruption avait été imposée par les institutions de Bretton Woods. C'est ce qu'on a appelé l'opération Épervier. Exactement. Voilà. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est un grand marigot, et chacun essaie de tirer les ficelles qui vont lui servir à ses ambitions personnelles et privées. Y compris donc à la tête de... Y compris à la tête de l'État. C'est que c'est de grands pontes, et donc eux aussi ils ont des ficelles qui tirent au niveau de la justice. On introduit volontairement quelques vices de procédure pour crier c'est la fin. Merci beaucoup, Dimas. C'est la fin de cette émission. Merci, Dimas Nzikodo. Merci, Denise Epoté, ainsi qu'à vous, Valérie Thorin, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette émission est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Encore merci de votre fidélité à Afrique Presse.